Nous sommes vraiment sur un pont dans le temps entre la mémoire et l'histoire. Pourquoi c'est important de parler d'événements comme celui de la Shoah? C'est que la technologie humaine change, mais l'être humain, lui, ne change pas. On est les mêmes humains. Vous avez entendu mon histoire, vous savez ce qui s'est passé, c'est votre rôle maintenant, plus jamais ça. Vous êtes maintenant les passeurs de flambeaux de nos histoires. La Shoah, ce grave événement aux répercussions planétaires qui a coûté la vie à 6 millions de Juifs, date de 80 ans. Comment en parle-t-on de nos jours? Comment intéresser la jeune génération aux leçons apprises du passé? Et pourquoi continuer à le faire? En ce moment, je me trouve au Céramique Café sur la rue Saint-Denis à Montréal avec mes élèves de 2e secondaire. Parce qu'en fait, cet après-midi, on s'en va au musée de l'Holocauste. Donc, on s'est dit on allait jumeler une deuxième activité à celle-ci. Les élèves vont travailler le journal d'Anne Frank, qu'ils ont préalablement lu en classe de français. Aujourd'hui, ils vont essayer de reproduire une scène ou un élément du journal d'Anne Frank sur une pièce de céramique afin d'être évalué en art plastique pour faire un projet multidisciplinaire. C'est parfait. Anne Frank, c'est sûrement le symbole juif de tous les enfants parce qu'elle a été cloîtrée à Amsterdam, dans les Pays-Bas, pendant 2 ans avec sa famille et des amis de sa famille. Donc, il y était 8 clandestins cachés pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle écrivait chaque jour, presque, dans son journal intime. C'est vraiment des banalités de la vie courante. Donc, c'est chaque jour comment elle vivait le fait d'être cloîtrée, puis aussi l'espoir qu'elle avait d'un monde meilleur. C'est beaucoup ça que je valorise auprès de mes élèves. Comment on fait pour garder espoir quand tout semble si mal aller? En général, tout le monde chiale. J'ai pas le goût d'aller à l'école. C'est plate, j'ai plein de devoirs. Mais elle voulait aller à l'école pour apprendre comme nous. Et nous, on réalise pas cette chance-là qu'on a d'apprendre. Mais c'est quand on perd ce privilège-là qu'on s'en rend compte. Et elle, c'est exactement ça qu'elle a vécu. Ça va être beau et on va voir des gens qui passent à l'arrière de lui. Ce qui les a beaucoup touchés, en fait, c'est qu'ils ont le même âge qu'Anne Frank avait quand elle écrivait dans son journal intime. C'est frappant pour des élèves de voir les restrictions qu'ils pourraient avoir. On ne sait jamais le monde dans lequel on vit. Je trouve que c'est mon travail de leur enseigner ça. Je pense que c'est pas tant loin que ça. Parce que c'était juste de 1939 à 1945. Puis même en ce moment, il y a encore des guerres dans plusieurs pays. Mylène Vézina a fait lire le journal d'Anne Frank à ses élèves et a pensé compléter l'analyse de l'ouvrage par une visite au musée de l'Holocauste de Montréal et ainsi aborder le sujet de l'acceptation de l'autre. Anne Frank, jeune victime de la Shoah, avait leur âge. Les élèves seront alors amenés à discuter d'acceptation de la différence des uns et des autres, tout en se familiarisant avec les moments douloureux de l'histoire. Je trouve ça essentiel d'enseigner à mes élèves à travers mon cours, qui est un cours de français, d'être ouvert sur les autres, de jamais se fermer, parce qu'en fait, c'est quand on est ouvert qu'on vit les plus beaux moments dans notre vie. Donc, j'espère que c'est ce qu'ils vont retenir aujourd'hui. Pourquoi c'est important de parler d'événements comme celui de la Shoah? C'est que la technologie humaine change, mais l'être humain, lui, ne change pas. Le président de la République fédérale allemande, en 1985, à une célébration du débarquement en Normandie, avait dit « L'histoire nous a appris ce dont on est capable. Il serait illusoire d'imaginer que nous sommes aujourd'hui mieux ou différents. On est les mêmes humains. » Et moi, je dis toujours, quand le diable fait son marché, il trouve toujours des jeunes âmes à vendre.
Donc c'est important de savoir que c'est pas un vieux souvenir, c'est quelque chose qui malheureusement est encore très actuel ou peut être très actuel ou l'a été depuis 80 ans. D'où l'importance de se souvenir et de comprendre ce qui s'est passé pour essayer de l'éviter. Alors, venez, on va s'asseoir ici. Avez-vous une définition pour l'Holocauste? Alors, c'est l'assassinat systématique des Juifs. Lorsqu'on dit un assassinat systématique des 6 millions de Juifs, je m'arrête toujours pour dire que ce musée a été fondé dans les années 1970 par des survivants qui sont venus à Montréal en après-guerre. Et lorsqu'ils étaient prêts à raconter leurs histoires, ils voulaient installer un musée pour pouvoir partager leurs histoires et leur vécu. Comment on peut toucher ces jeunes? Comment on peut, 80 ou 100 ans après, bientôt 100 ans après, faire en sorte qu'ils soient concernés? C'est ça la grande difficulté de transmettre ce message. Il faut que les jeunes, les enfants, les adolescents, à qui on raconte cette histoire, que ça n'ait pas l'air d'une guerre napoléonienne, que ce soit pas un livre d'histoire poussiéreux qu'on leur met devant les yeux et qu'ils doivent mémoriser. Ce qu'il faut, c'est qu'ils se sentent concernés. Et malheureusement, c'est pas très difficile de concerner les jeunes générations parce que les holocaustes, les génocides, les massacres n'ont pas cessé depuis 80 ans. Je vous demande de regarder cette image ici en haut et de me dire qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez. C'est le symbole nazi, oui, le salut. L'histoire est toujours la même. Et c'est intéressant parce que quand on prend des jeunes et que vous créez le lien... Moi, je me souviens avoir vu des jeunes appartenant à des minorités comme hispaniques ou noires aux États-Unis. Quand ils vont au musée de l'Holocauste, on voit dans leur regard qu'il y a un intérêt particulier parce que la discrimination, la déshumanisation, l'exclusion, pas très étranger dans leur vie, ça. Donc c'est proche de leur vie et à ce moment-là, ils peuvent voir les extrémités, les situations extrêmes plutôt auxquelles ça peut mener et ils sont beaucoup plus concernés. Et après, je pense que l'important, c'est de personnaliser. C'est-à-dire qu'il faut que la personne se sente touchée personnellement. Il faut qu'elle se sente que, au fond, peut-être ça pourrait m'arriver à moi. Donc si vous arrivez à les toucher personnellement, vous pouvez transmettre le message. Quelle sorte de musique est-ce qu'on joue sur un saxophone? Du jazz. Jazz, c'est interdit. Le parti nazi interdit le jazz, ils n'aiment pas ça. Il y a aussi l'étoile juive. Donc, il y a tout un message là-dedans, n'est-ce pas? N'allez pas écouter du jazz, méfiez-vous des Juifs et méfiez-vous des Noirs. Et en plus, la personne est dessinée plutôt comme un singe. Les adolescents n'aiment pas être manipulés. Donc, si vous leur montrez qu'ils peuvent facilement être victimes de manipulation et que vous leur donnez des exemples, des recettes de cuisine qui sont appliquées par des dictateurs, des autocrates, des psychopathes pour recruter, là, vous allez les intéresser. Et donc, c'est intéressant de leur enseigner ces recettes. Là, je vais vous poser une question. On commence à t'enlever tous les droits. Est-ce que tu vas rester en Allemagne? Non. OK. Peut-être tu veux partir. Est-ce que c'est facile de partir, de s'en aller? Pourquoi? Si t'as pas de famille ou d'amis, c'est dur. Si t'as pas de famille ou d'amis, exact. Sainte-Agathe est un village canadien-français et nous le gardons ainsi. Est-ce que vous pensez que le Canada a accueilli beaucoup de Juifs pendant ces temps? Le monde n'était pas très ouvert à accueillir les Juifs. L'arme la plus efficace qu'on peut avoir pour essayer d'éviter des nouveaux génocides, des nouveaux massacres de population, c'est la tolérance. La tolérance de ce qui est différent. D'accepter la différence et de ne pas se laisser manipuler. Parce que il y a toujours des groupes, des dictateurs, des autocrates qui vont exploiter nos vulnérabilités, des vulnérabilités qui sont toutes humaines, pour servir leur propre cause.
Et c'est difficile de vendre nos propres valeurs, des valeurs d'humanisme, des valeurs d'empathie, des valeurs de respect des autres. Et il y a toujours des tentations de ne pas respecter ces valeurs, que ce soit pour sa propre ambition, que ce soit pour notre désir de puissance, de violence, que ce soit pour appartenir à un groupe où on va se sentir valorisé. Et il faut surtout apprendre à rester vigilant. Connaître les valeurs, c'est relativement facile. Les respecter tout au long de sa vie, quelles que soient les tentations auxquelles on peut faire face, ça c'est beaucoup plus difficile. Et je pense que c'est là où l'éducation peut jouer un rôle important. J'ai 89 ans. Ça fait 72 ans que je suis ici au Québec, au Canada. Je suis juif, bien entendu, et je suis fils unique. Je suis né à Paris en 1934. Mon papa et ma maman, eux, ils sont nés en Lituanie. Nous avions une belle vie. Nous allions en vacances tous les ans, à la plage ou à la montagne. Et pour mon 5e anniversaire, c'était en janvier 1939, mon papa m'a acheté une bicyclette. Finalement, le 10 mai 1940, les Allemands envahissent l'Europe occidentale, ça veut dire les Pays-Bas, ça veut dire la Belgique, le Luxembourg et la France. Et c'est la défaite complète de la France. Les Juifs n'avaient plus le droit de voyager, on n'avait plus le droit de prendre le train, la voiture, à pied, en vélo. On était bloqués où on habitait. C'était encore pire d'ailleurs pour les Juifs. Nous n'avions pas le droit de déménager. Et avec les faux papiers, nous l'avons changé. Mais on a été dénoncés. Et c'est la personne, le fonctionnaire qui nous a procuré les papiers, qui nous a dénoncés aux autorités. Alors, mon papa et ma maman ont été tous les deux déportés à Auschwitz. Mon papa était dans le premier convoi de Juifs. C'était en mars 1942. Dans son convoi, il y avait 1108 Juifs. Et à la Libération, rien qu'une vingtaine sont revenus de ces 1108 Juifs. Et mon papa était un de ces 20. Maman était malade, d'ailleurs. Immédiatement à son arrivée, elle a été gazée dans les chambres à gaz. Ma maman avait rien que 38 ans. C'était encore une jeune femme. C'est un des 6 millions de Juifs qui ont été assassinés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je n'ai pas été à l'école pendant 3 ans, entre 1941 et 1944. Mon papa a été libéré les derniers jours de la guerre à Dachau. C'était le 29 avril 1945. Je n'ai pas reconnu immédiatement mon papa. Il avait changé, ses cheveux avaient commencé à blanchir, c'était presque un squelette vivant. Mais après, je pense, 10-20 secondes, j'ai reconnu. Et mon papa aussi me cherchait. J'étais assis avec les autres enfants. Il m'a vu. Mon papa m'a vu. Il a couru où j'étais assis. Il m'a pris dans ses bras. Mon papa me serrait si fort. Mon papa a serré si fort. Et mon papa a pleuré. Et j'ai jamais vu un homme pleurer autant. Jamais. Jamais. Mon papa a pleuré. Et moi aussi, j'ai commencé à pleurer. J'avais 11 ans. Un autre survivant de l'Holocauste, David Azrieli, a été un important promoteur immobilier autant au Québec qu'en Israël. En 1989, il crée une fondation pour redonner aux prochains. Mon père a fondé la Fondation Azrieli presque en même temps qu'il a commencé de parler de ses expériences pendant l'Holocauste. Et je ne pense pas que c'est une coïncidence, que c'est un accident, qu'un des premiers programmes qu'on a établi, c'est le programme de garder et de publier les mémoires des survivants de l'Holocauste et de créer des outils pédagogiques pour enseigner l'Holocauste. Pour mon père, l'héritage qu'il voulait passer aux futures générations, c'était un héritage de mémoire et d'éducation. Nous sommes vraiment sur un pont dans le temps entre la mémoire et l'histoire. La mémoire avec des témoins vivants et l'histoire où on le connaît uniquement par des livres, nos professeurs, nos parents peut-être, des vidéos, des films. Et c'est un moment clé, c'est vrai. Et je le sens profondément, personnellement.
Tom Nicolosi est un jeune étudiant qui a des origines polonaises de par sa mère, dont la famille a quitté leur pays pour trouver asile en France. La Shoah lui tient beaucoup à cœur et il s'est donné pour mission d'être passeur de mémoire. Pour y parvenir, il rencontrera Madame Eisenbach-Haverland, une juive polonaise expatriée en France qui a écrit le livre « Tant que je vivrai ». Après avoir entendu le récit extraordinaire de cette femme lors d'une conférence il y a de ça quelques années, l'idée lui est venue de faire un documentaire sur cette survivante de l'Holocauste. Donc c'est le livre de Madame Eisenbach, Tant que je vivrai. C'est sa biographie où elle retrace toute son histoire, tout son parcours de déportation. C'est vraiment l'ouvrage sur lequel je vais me fier pour partir en Pologne, étant moi aussi d'origine polonaise. C'est un récit qui m'a marqué. J'ai toujours voulu faire quelque chose de cette histoire-là. Puis on parle quand même du plus grand crime contre l'humanité et je pense que c'est important pour le devoir de mémoire que tout le monde comprenne ce qui s'est réellement passé. Mon but, c'est de refaire le parcours de déportation de Madame Eisenbach. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais tourner en fait beaucoup en Europe de l'Est, en Pologne. Je refais tous les camps de concentration. Je pars en Pologne dans 2 jours. C'est assez stressant, mais assez excitant en même temps. Quand j'avais 14 ans, en France, mon école a fait appel justement à Frania, qui est une survivante des camps, pour parler de l'importance du devoir de mémoire et surtout parler de la Shoah aux étudiants. Le moment qui m'a le plus impacté vraiment dans son discours, c'était quand elle explique après la libération des camps que la première fois qu'elle est sortie libre en fait dans les rues, puis qu'elle se baladait, puis en fait en passant devant un magasin, elle voit son reflet en fait à travers la vitrine et qu'elle se met à pleurer parce qu'elle se reconnaît pas. Elle explique que pendant toutes ces années dans les camps, en fait, on n'avait pas accès à des miroirs, tout ça. Puis le fait de se voir femme aussi, c'est quelque chose qui l'a fait pleurer automatiquement parce que la dernière fois qu'elle avait vu son reflet, c'était une enfant de 13 ans et maintenant, c'était une jeune femme. Donc, ouais, c'est quelque chose qu'on a assez du mal à se figurer quand on a 14 ans, mais comme elle le disait elle-même, c'est des années qu'on lui a volées, en fait, et elle n'a pas eu d'enfance. Madame Eisenbach a maintenant 97 ans. Si je voulais faire quelque chose avec cette histoire, avec son autorisation, fallait que je le fasse là maintenant. Donc c'était un peu le sentiment d'urgence qui m'a poussé à franchir le pas et de l'idée de faire un documentaire justement qui retrace son histoire. Le but justement du devoir de mémoire, c'est de se forcer à se rappeler des éléments douloureux en fait pour éviter qu'ils se reproduisent parce que l'histoire, ça reste quand même un énorme cercle de répétissement. Puis surtout le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais entendu parler de ce qu'est la Shoah ou qui en ont vaguement une idée. Il y a eu plein d'autres génocides et il y a encore des génocides. Puis c'est justement de combattre en fait la source de tout ça qui est justement tout ce qui est la haine, la peur de la différence, ce genre de choses, et de montrer comme Madame Haverland l'expliquait beaucoup, c'est qu'on peut tous vivre ensemble et il y a de la place pour tout le monde. Pour Nicolosi Tom, amicalement, Frania Eisenbach-Haverland, plus jamais ça. Ça me touche beaucoup, c'est pas tous les jours qu'on a une dédicace de survivants et ce qui m'impacte beaucoup, c'est effectivement le plus jamais ça, dans le sens que voilà, vous avez entendu mon histoire, vous savez ce qui s'est passé, c'est votre rôle. Maintenant, plus jamais ça. Vous êtes maintenant des passeurs de flambeaux de nos histoires. Et c'est toute une vie, en fait, que j'ai dans les mains. C'est quelque chose qui, ouais, c'est... Excusez-moi, ça me... un peu l'émotion. Il y avait un sondage en 2018 qui démontre que 22% des milléniaux et des générations Z ne connaissaient pas, ne savaient même pas ce que ça a été l'Holocauste. Et 2 tiers, je souligne 2 tiers de ce même groupe ne savaient pas ou n'avaient jamais entendu que 6 millions de Juifs étaient tués pendant l'Holocauste. Il y a certaines provinces où c'est obligatoire d'enseigner sur l'Holocauste, mais il y a d'autres, comme au Québec, où ce n'est pas obligatoire. Donc, c'est possible. Une étudiante pourrait effectuer toutes ses études et ne pas une seule fois entendre le mot Holocauste. C'est un sujet complexe, c'est un sujet avec
beaucoup de douleur et de peine, et c'est difficile d'enseigner. Et comme on est tous différents l'un de l'autre, et les étudiants apprennent de manière différente. Pour certaines, c'est en écrit, pour d'autres, c'est en visuel, pour d'autres, c'est plus tactile avec la poterie. S'ils apprennent surtout à comment penser critiquement aux histoires qu'ils entendent des fois dans des réseaux sociaux maintenant, avec la distorsion qu'on voit partout dans le monde, si on peut les donner des outils à écouter critiquement, à lire critiquement, c'est ça le plus important. Il y a une tendance aussi aujourd'hui de parler beaucoup de la technologie dans les musées, dans l'éducation, comme outil pédagogique. Mais ça ne doit pas être une distraction à l'apprentissage. En même temps, si on l'utilise avec soin comme outil pour soutenir la pensée critique des étudiants et des visiteurs au musée, ça peut être très important comme outil. On commence à enseigner la Shoah actuellement dans les écoles en Amérique du Nord et au Québec. On commence à enseigner les différents génocides qui ont eu lieu au 20e siècle. C'est important que ça fasse partie de notre culture commune, de ce qu'on sait de l'histoire, de ce qu'on sait des événements qui nous entourent. Et c'est important qu'on soit capable de réagir à ça, réagir à des événements, à des contextes politiques malsains, refuser l'intolérance, refuser la discrimination, refuser la dictature, refuser que des minorités vulnérables fassent les frais d'une absence de démocratie. On est systématiquement obligé de se pencher là-dessus, de réfléchir à notre vie politique contemporaine. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour tendre la main, pour éduquer, pour se rapprocher, pour donner la même chance à tout le monde? C'est ça la question fondamentale. On n'est pas en Allemagne nazie ici, on n'est pas en 1933, on ne vit pas sous une dictature intolérable, on n'est pas dans un monde à la veille de sombrer dans l'anarchie, mais il faut quand même se questionner tous les jours. Les petits abus sont pas beaucoup plus tolérables que les grands, et il faut toujours prendre le parti d'avoir une prise de conscience, une éducation à ces questions. Tom Nicolosi a passé l'été en tournage en Europe sur les traces de l'Holocauste et d'une survivante d'Auschwitz. Il nous partage quelques images et ses impressions. Ça m'a fait très bizarre, en fait, de revoir Frania, parce que la dernière fois que je l'ai vue, j'avais 14 ans. C'était très impressionnant parce qu'à 97 ans, sa mémoire est encore quasi intacte. Elle était quand même assez contente, en fait, que cette génération-là d'élèves, de ceux qui ont pu écouter son témoignage, ont encore la volonté aujourd'hui de continuer à transmettre cette histoire et de reprendre son flambeau. Elle nous a dit... Voilà à quoi ça sert de témoigner. Un enfant qui m'a écouté et qui devient cinéaste et qui prolonge l'histoire. Nous, on n'est pas éternels. Mais ça va rester. Pour elle, le fait qu'on oublie ce qui s'est passé, c'est comme si les Allemands et les nazis avaient gagné, en fait. Il faut enseigner, se servir de tous ces témoignages comme exemple pour montrer que jusqu'où la folie humaine elle est capable d'aller et de justement d'enseigner toutes ces valeurs de respect, que ce soit autant à l'égard des victimes que ce soit de l'être humain en général et d'éviter par l'apprentissage de ces témoignages que toute cette folie elle puisse se reproduire. À partir du moment où on franchit le portail d'Auschwitz, où on arrive sur la Judenrampe de Birkenau, c'est la matérialisation du cauchemar. C'est le fait de le voir pour de vrai, de marcher, de le toucher. Ce lieu, c'est un peu comme une cicatrice qui se refermera jamais. Elle est là, ça fait mal, et ça va rester là. Il y a eu aussi le livre des noms. C'est une pièce en elle-même qui est un livre où se trouve le nom de toutes les victimes qui ont été tuées à Auschwitz.
Donc on a quand même 3 millions. On est passé peut-être bien 10-15 minutes dans cette pièce-là à regarder ce livre, parce qu'on peut le toucher, on peut le consulter. Et ça n'en finit pas, ça n'en finit pas, ça n'en finit pas. C'est des lieux qui permettent de vraiment se rendre compte l'importance que c'était. C'est un musée, mais c'est un cimetière, en fait. Je pense que c'est le truc qui m'a le plus marqué, ouais, à Auschwitz, qui m'a le plus fait mal, en tout cas. Peut-être que c'est une goutte d'eau dans ce combat contre la haine, contre l'oubli, contre tout ça, mais au moins on a fait notre part. C'est ce que les générations passées attendaient de nous. C'est ce qu'ils espéraient, qu'on continue par l'histoire à ne pas les oublier. J'espère, entre guillemets, que la graine que Frania elle a plantée dans ma tête et qui a germé par la suite, j'espère pouvoir au moins faire la même chose à quelqu'un, de peut-être lui faire ouvrir l'esprit et de le faire se renseigner, le faire se rendre compte et de ne pas oublier, de transmettre ses valeurs. Ça aurait été pire de rien faire et de garder ça pour moi. Et si on peut toucher au moins une personne, c'est déjà une victoire, et une grande victoire.